Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Voici les titres de cette édition préparée par les rédactions de France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur. Les adieux du chef Lionel Lévy au restaurant étoilé Alcyone à la tête des cuisines de l'hôtel intercontinental de Marseille. Il signe son dernier menu en ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Un 31 décembre placé aussi sous le signe de la solidarité au Secours populaire de Nice. Les bénévoles se mobilisent pour offrir demain un repas de fête aux personnes isolées ou démunies. Également dans ce journal, rencontre avec le paracycliste Florian Bouziani né à Avignon. Une décennie après avoir frôlé la mort, le champion fait le vœu d'un destin olympique l'an prochain. Et à la une de l'actualité nationale et internationale, la reprise du trafic sur les lignes Eurostar. Hier, 41 trains ont été annulés et 30 000 passagers bloqués en raison d'une inondation des voies dans le sud de l'Angleterre. Eurostar promet une indemnisation, mais le réveillon est gâché pour de nombreux voyageurs qui n'ont pas trouvé de solution de repli. C'est une page qui se tourne à l'hôtel intercontinental de Marseille. Après 10 ans à la tête des cuisines de l'établissement 5 étoiles qui surplombe le Vieux-Port, le chef Lionel Lévy y propose ce soir son dernier dîner gastronomique. Michel Aliaga et Clémence Fournival ont pu assister aux préparatifs cet après-midi. Et bonjour, ça va? Un dernier tour de piste, un dernier repas avec son équipe. Lionel Lévy, c'est 90 personnes sous ses ordres à l'hôtel intercontinental, ce qu'il appelle son bateau sur le Vieux-Port. Il le commandait depuis 2013. Il n'abandonne pas le navire, mais pas question pour lui de faire le dîner de trop. 10 ans dans un groupe comme celui-ci, je pense que l'hôtel et moi, on a besoin de 109. Et on prend des mauvaises habitudes, ou on prend des raccourcis, on prend des choses. Une vue comme celle-ci, on ne devrait jamais s'en lasser. Et je ne veux pas m'en lasser. Ouais, je vais prendre du temps pour moi. Et puis repartir de plus belle, parce que j'ai encore quelques lignes à écrire, quoi. La brouillade, on l'a fait normale, hein. Vous la faites comme d'habitude, on ne change rien. Le menu du soir donne le vertige. Des huîtres, des crevettes noisettes et lard, du chou-fleur caviar Saint-Jacques, du civet de homard, sans oublier sa signature, le milkshake bouillabaisse. Et cette fois-ci, ce soir, je fais une petite variation. Donc ce sera un milkshake autour du foie gras, de la lentille et de la truffe noire. Je n'avais pas vu l'heure. Ouais, j'arrive. Le temps presse. Lionel Lévy sent que la pression monte. Le moment est solennel pour toute son équipe. Ma sous-chef, la Carla, elle est incapable de venir vous parler et de vous donner deux mots. Elle a une boule au ventre, elle est stressée, elle est triste. Et donc voilà, je le respecte, je le comprends. C'est ma volonté, donc moi je fais le... Et vous allez être rattrapé par les émotions? Ouais, non, je fais le fanfaron. Ouais, obligatoirement. On peut pas donner 10 ans de sa vie sans être à un moment donné rattrapé par les émotions. Les Saint-Jacques, elles sont mi-cuites. On va verser le consommé qui va être bouillant au dernier moment. À 50 ans, Lionel Lévy va prendre du temps pour lui jusqu'au mois d'avril avant de retourner à ses fourneaux dans notre région, histoire de continuer à transmettre le goût et son savoir-faire aux jeunes générations. Direction la montagne où l'on s'apprête aussi à passer le cap vers la nouvelle année autour d'un bon repas et dans une ambiance conviviale. Illustration dans la station village de Saint-Jean-Monclar dans les Alpes de Haute-Provence. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. À la salle du petit déjeuner, de nombreux vacanciers venus en famille, spécialement passer le réveillon à la montagne. Tout simplement parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et en fait, on est venu ici cet été. Et on est tombé amoureux du domaine. C'est quand même une féerie. La montagne, on n'a pas au bord de la mer. C'est plus magique. L'occasion aussi pour Achille, le dernier né du couple, de découvrir la neige. En arrière-salle, le cuisinier met déjà les petits plats dans les grands. Les propriétaires préparent le salon. On commence la soirée ici au bar avec l'apéro, les amuse-bouches. On va se rencontrer d'abord, on va parler un petit peu. Ici, c'est plutôt l'esprit familial qui est le plus important. D'autres quittent la chaleur du chalet pour se rendre au pied des pistes. Gros succès pour ce point de vente local, avec de quoi passer un réveillon très montagne. Ça va être beaucoup des produits de fête, donc on a notamment raclette, voilà, tout ce qui va être à base de fromage et puis de la charcuterie qu'on propose à la coupe. Donc on a jambon cru, jambon cuit, voilà, que du local. Ce soir, on prépare une fondue bourguignonne,
et avec du bœuf et une fondue au fromage aussi. On va faire les deux. Et voilà, on vient chercher la viande, la charcuterie et le fromage. Dans ce restaurant, en plus de la déco hivernale, feu de cheminée incontournable. Pour un réveillon plus gastronomique, en cuisine, les préparatifs sont lancés. Là, on a le jus qui sera destiné à faire notre épaule de veau aux truffes. Le repas se veut traditionnel mais élaboré. On a quelques produits locaux, on a eu un bel arrivage de truffes. On va proposer la truite fumée de Châteauroux-les-Alpes. On fait une épaule de veau braisée. On va faire un petit écrasé de potimarron. Et voilà, et en entrée, on aura le classique foie gras avec un petit chutney de coin et sirop d'érable. Avant de passer à table, pour se donner faim si besoin, quelques descentes ski au pied pour bien finir l'année. En ce dernier jour de l'année, les bénévoles et salariés du Secours populaire sont à pied d'œuvre. Exemple à Nice, où certains préparent le repas de fête de demain midi, quand d'autres accueillent et prennent soin de femmes vivant dans la rue. Reportage d'Ali Ben-Bournan et Séverine Neukelman. Donc là, par exemple, sensation de gambas au curry. Le frigo est plein et pour cause. Exceptionnellement, ce dimanche, les bénévoles ont profité de l'ouverture des hypermarchés pour collecter des aliments supplémentaires. Comme tout un chacun, aujourd'hui, le 1er de l'an, on se pose, on est avec des amis, et puis on est autour d'un bon repas. Ça va être le cas là. Tout ça, c'était pas prévu hier. C'est ça le Secours populaire, les bénévoles qui se mobilisent. Au Secours populaire de Nice, le repas de fête aura lieu ce 1er janvier. De la nourriture, mais aussi des sacs de couchage seront distribués. Et ici aussi, l'augmentation de la pauvreté est une réalité que l'on vit tous les jours. On fait tous le même constat. Beaucoup plus de personnes. Et surtout, des femmes. Des femmes à la rue, des femmes avec d'enfants. Et justement, pour accueillir ces femmes à la rue, l'Oasis est l'une des réponses. Chaque jour, une dizaine d'entre elles est accueillie. Et pour ce dimanche 31, tout le monde participe au repas de fête. Ce soir, on va essayer de faire une petite soirée où on a préparé déjà des denrées alimentaires ce midi. Donc voilà, on essaie un petit peu de tout travailler ensemble, tout cuisiner ensemble, tout chanter ensemble. Pour que cette journée soit différente, un atelier coiffure a été mis en place. Ces femmes tenteront d'oublier leur quotidien avec un réveillon différent, néanmoins, de celui qu'elles ont connu avant d'être à la rue. Moi, habituellement, je le fais avec mes enfants, en famille, et même si c'est pas comme les autres réveillons, mais c'est très important. On se retrouve, demain on va se retrouver autour d'un petit repas. Le réveillon de Noël, on a fait un repas aussi bien ici qu'à la halte, avec chacune nos petits cadeaux, Moi, personnellement, ça me tient à cœur. Pas de jour de repos pour le partage au Secours populaire. Aujourd'hui, demain, sont en fait un même jour quand on se bat contre la pauvreté. Et toujours dans le domaine humanitaire, pas de trêve de fin d'année non plus pour les Restos du Cœur. Le nombre de personnes dans le besoin ne faiblit pas et l'association créée par Coluche il y a presque 40 ans apporte aussi nourriture et chaleur humaine grâce aux bénévoles. Parmi eux, Tracy Massandi. Son portrait est signé Mathieu Maillet et Alban Poitvin. Bonjour, je vous fais entrer ? Tracy, c'est un sourire. Sur l'île Maurice, où elle est née, elle aidait déjà dans des associations. 5 personnes, d'accord. Il y a 2 ans, elle rejoint les Restos du Cœur de Marseille avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Moi, j'adore les gens. C'est important, je pense, parce que des fois, ils se sont rejetés un peu par la société et que moi, j'essaie d'effacer ça de leur mémoire avec un sourire. Un petit, je les tiens les mains. Heureusement qu'il n'y a plus de Covid. Hein. Une attitude qui séduit les bénéficiaires, mais aussi les autres bénévoles. Comme Tina, sa responsable, qui a su profiter de la chance d'avoir la jeune fille dans l'équipe. Tracy, elle apporte beaucoup, parce qu'elle est d'une grande gentillesse. Quand on a moins de travail à l'accueil, elle fait le service comme aujourd'hui. Sinon, elle est à l'accueil avec son beau sourire. Une trentaine de personnes animent ce centre marseillais. Les jeunes se font rares. Tracy veut les inciter à venir. Pardon, je les encourage parce que c'est pas que pour aider les gens. Psychologiquement parlant, ça aide beaucoup, mais vraiment. Surtout quand on a des manques. Par exemple, moi, je suis loin de ma famille. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup, hein. Vraiment beaucoup. Comme une très grande deuxième famille, parce qu'ici, ce sont 1200 personnes qui bénéficient de l'aide des Restos du Cœur et qui lui rendent bien son engagement.
quand les gens ils étaient en difficulté et qu'ils reviennent pour dire un petit merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Aujourd'hui, ils ont trouvé du travail, qu'ils arrivent à s'en sortir. Ben, ça nous fait trop plaisir. C'est mieux qu'un salaire, beaucoup mieux qu'un salaire. Tracy vit de petits boulots. Elle espère bien trouver un emploi stable. Mais elle l'assure, elle continuera de s'investir au resto plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce que vous voulez ? Solidarité encore, c'est sur le Dixmude que le ministre des Armées Sébastien Lecornu passera le réveillon. Le Dixmude, c'est ce porte-hélicoptère amphibie basé à Toulon et parti il y a plus d'un mois en Égypte. Le navire porte assistance et soigne des civils de la bande de Gaza. Dès le 28 novembre, le vaisseau a accueilli des dizaines de blessés et la structure hospitalière reçoit encore entre 5 et 20 blessés par jour. À Nice, le passage de 2023 à 2024 se fera sous haute surveillance afin de prévenir les éventuels débordements. La municipalité tient à son image de vitrine sécuritaire. Olivier Chartier-Delegue et Diane Cacciarella. À quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, la promenade des Anglais est noire de monde. Les touristes italiens et britanniques présents en nombre découvrent Nice et ses paysages de rêve. À quelques kilomètres de là, au service des urgences de l'hôpital Pasteur, se découvre l'envers de la carte postale. Les équipes médicales sont mobilisées. Au centre 15, on sait que chaque 31 décembre s'accompagne d'une vague d'admission de patients. On sait que forcément ça draine des gens qui sont ensemble pour fêter ce moment qui doit être chaleureux. C'est aussi un moment où il peut y avoir des excès et tout excès peut malheureusement des fois conduire à l'hôpital, que ce soit par de l'accidentologie de la route, mais il y a aussi des gens qui font des malaises et qui ont des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires en lien avec des excès aussi un petit peu qui ont été faits ces derniers temps. Nuit de la Saint-Sylvestre, nuit à haut risque, y compris à Nice où les débordements sont pourtant rares. Anthony Boré, le premier adjoint au maire, rend visite aux militaires de la mission Sentinelle qui patrouilleront cette nuit dans les rues de la ville, avant de détailler les mesures sécuritaires mises en place. Chaque année, nous faisons en sorte d'avoir un dispositif qui soit solide, à la fois en nombre de personnel mobilisé, mais aussi en matière de nouvelles technologies, avec nos caméras et notre centre de supervision urbain. C'est près de 80 personnes qui, au sein de la police municipale de Nice, vont œuvrer ce soir à la sécurité des Niçoises et des Niçois. À Nice, on fêtera le Nouvel An sous haute surveillance. Et si les amoureux veulent trinquer au champagne devant la mer, ils risquent une amende. La consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique. Sécurité encore, un vaste dispositif partout en France ce soir et la nuit prochaine. 90 000 gendarmes et policiers mobilisés. Mais comme pour le réveillon de Noël, des policiers municipaux sont en grève. Ils réclament notamment une meilleure rémunération et davantage de reconnaissance de l'État. Reportage à Marseille où Marie-Agnès Pelleran et Loïc Perrier ont rencontré un couple de policiers municipaux en colère. Si je pars à 59 ans, j'aurai moins de 1 000 € net. Une retraite décente, voilà ce que voudrait Thierry Donadio, policier municipal à Marseille depuis 27 ans. Mais même s'il travaille jusqu'à 64 ans, il sait que ce ne sera pas le cas. Il y a un tiers du salaire, quand ils vont calculer la retraite, qui ne seront pas pris en compte. C'est pour ça que voilà, je vais passer entre 2002 et 2004 par mois. Je toucherai à la retraite, je pars à 64 ans, donc c'est pas, je toucherai moins de 1 400 € net. Thierry et sa femme Christine sont tous les deux membres du collectif des policiers municipaux en colère. Un mouvement national qui regroupe syndicats et associations excédés par le manque de reconnaissance de leur travail. On a été dans la rue pendant la crise sanitaire avec nos collègues de la police nationale. On a été pour les émeutes, sur les attentats. On sécurise les écoles, y compris les lieux de culte, alors que ce n'est pas le travail de la police municipale. Nous partageons les points de circulation lors de grandes manifestations. Donc à un moment donné, on ne peut pas nous demander de faire toujours plus, de nous exposer, de nous surexposer même au risque sans compensation. Intégration des primes, revalorisation salariale et catégorielle sont au menu des négociations avec le ministère de la fonction publique. Depuis 2 mois, les policiers municipaux marseillais font massivement la grève du zèle. Ce soir, certains feront la grève tout court, en attendant le rassemblement du 3 février devant la préfecture de région. Les fêtes de fin d'année, c'est aussi l'occasion de découvrir une autre facette des communes. Notre région compte 22 lieux labellisés plus beaux villages de France. C'est le cas du Castellet, dans le Var, une cité médiévale très prisée des touristes l'été, mais dont le charme reste intact en hiver. Théo Souman, Christophe Larocca.
Il domine le paysage, entre la côte varoise et le massif de la Sainte-Baume. Le village féodal du Castelet est un haut lieu du tourisme. Mais en hiver, il retrouve sa quiétude. Ce couple venu de Toulon en profite pour le redécouvrir de bon matin. Nous sommes des lève tôt et nous apprécions le calme, la tranquillité. Voilà. Et c'est vrai que c'est un joli village. Parce que vous avez essayé de venir quand il y a du monde. On ne peut pas se garer, on se marche dessus, c'est impossible. Constat partagé par cette mère et sa fille, presque seule au monde. Par rapport à l'été, c'est vrai que c'est très agréable parce qu'il n'y a personne, on peut se garer déjà. On peut vraiment se balader, voir ce qu'on veut, aller où on veut. Là, on vient aussi pour aller chercher des produits typiques du coin. Et il ne manque pas dans ces ruelles provençales, où les commerçants apprécient eux aussi l'ambiance hivernale, comme dans la plus ancienne boutique du village, spécialisée dans les bougies. Moi, j'avoue que le matin, c'est magique. Aller promener le matin avant que tout le monde soit là, les petits oiseaux, c'est magnifique. La période, elle est belle parce que tout le monde a décoré ses boutiques. Le Castelet attire également les cinéphiles. C'est ici que Marcel Pagnol a tourné La femme du boulanger en 1938. Ce restaurant avait alors servi de décor pour la scène d'ouverture. Beaucoup ne savent pas où c'est exactement les scènes, etc. Donc on leur explique que c'est La femme du boulanger et tout de suite, ils sont ravis. Installés en terrasse, ces Parisiens savourent le cadre, mais surtout... La lumière, à cette époque-ci, par rapport à Paris, ça n'a rien à voir. On connaît sur toutes les saisons, de jour, de nuit, et voilà, on s'en lasse pas. En 2022, le Castelet a rejoint le cercle des plus beaux villages de France, un label qui a encore accru sa notoriété. Raison de plus pour le visiter hors saison. 3 jours après avoir créé la surprise en remportant la mythique descente de Bormio en Italie, en s'offrant ainsi sa 2e victoire en Coupe du Monde, le skieur gapençais Cyprien Sarrazin est de retour dans les Hautes-Alpes, dans le massif du Dévoluy. Pour fêter l'exploit de l'athlète de 29 ans, une descente au flambeau a été organisée dans la station de la Joux du Loup, en présence des moniteurs de l'ESF, des enfants du club de ski et du champion qui, cette fois, a pris le temps pour assurer une nouvelle fois le spectacle. À 208 jours des Jeux Olympiques de Paris et à 241 jours des JO Paralympiques, rencontre avec le paracycliste Florian Bouziani, né à Avignon, quintuple champion de France, champion d'Europe et du monde. Il rêve aujourd'hui d'une consécration olympique, lui qui a bien failli perdre la vie. Gilles Amar, Laurent Corsi. Je m'appelle Florian Bouziani, j'ai 33 ans, je suis sportif de haut niveau pour l'équipe de France de paracyclisme et je prépare les Jeux de Paris 2024. Le plaisir simple de pédaler. Il y a 10 ans, Florian en était loin. À l'hôpital pendant des mois, victime d'une explosion, son pronostic vital est engagé. 80% de sa peau brûlée, ses pieds paralysés, un index amputé. Il va alors découvrir le cyclisme au cours de sa rééducation et se passionner peu à peu pour le contre-la-montre. Ce qui me plaît dans le contre-la-montre, c'est l'effort solitaire. C'est voilà, dans l'hôpital, quand j'étais à Marseille, à la Conception, au service des Grands Brûlés, j'étais souvent seul pour les soins et je souffrais énormément. Quand ça devient trop dur, je pense à ces moments-là et je me dis aujourd'hui c'est toi qui le veux. C'est pas la souffrance, je me l'impose pas. Pendant ces 8 ans de soins, Florian a pu compter sur sa famille et des amis, comme Lionel, cycliste amateur. Ouais, on a passé de belles galères ici. Ah ouais, de belles galères. Par tous les temps, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, dans la boue, sous la pluie, dans le vent. C'est un sport qui est quand même difficile. Et malgré ce qu'il a traversé, se mettre sur un vélo et demander encore à son corps autant d'efforts, ça démontrait déjà une belle ténacité et une détermination. Je lui ai toujours dit, tu en auras encore, tu en as encore sous le pied, tu en as encore sous le pied. Et ça s'est avéré au fur et à mesure des années. Au point de devenir champion de France, d'Europe et même du monde. En 2021, seulement 2 ans après sa première course, Florian a déjà gravi des montagnes, mais pas assez aux yeux de sa fédération. Cette année-là, elle ne le sélectionne pas pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Pour moi, c'était très dur mentalement. Je veux tirer une trait sur ça et je veux reprendre ma revanche, surtout à Paris, parce que j'en ai les moyens et je pense que je peux y arriver. Le circuit me correspond.
Et je compte oublier ce mauvais souvenir avec ma participation à Paris. Un exemple de résilience. Au-delà des Jeux de Paris et du seul titre qui lui manque, l'Avignonnais veut maintenant transmettre son histoire pour donner de l'espoir. C'est un message de motivation que j'aimerais transmettre. Tout est possible. Je suis parti d'un fauteuil roulant, j'ai gagné un titre de champion du monde parce que j'ai cru en moi, parce que tous les jours, je me suis dit, je me mettais des objectifs. Ben, je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais monter cette côte un peu plus vite qu'hier. Et à chaque fois, j'y arrivais. Et des fois, j'y arrivais pas. Et ben, je trouvais des solutions pour y arriver. En mai prochain, 2 épreuves de Coupe du Monde seront au calendrier de Florian Bouziani. 2 courses décisives avant la sélection paracycliste pour les Jeux de Paris connus en juin. Si la route est encore longue, il peut déjà apprécier le chemin parcouru. Projection d'images de synthèse géantes sur les façades, déploiement de guirlandes lumineuses dans les quartiers à l'occasion des fêtes de fin d'année. De plus en plus de communes mettent le paquet côté illumination et c'est bon pour l'économie du tourisme car vous allez le voir, cela attire foule de curieux. Illustration en Bretagne avec la page Ici en France présentée par Romuald Bonan. 3, 2, 1... 0. Pour cette balade des Lumières en Bretagne, première escale à Landerneau dans le Finistère, 16 000 habitants et vous le voyez au bord de la rivière l'Elorn. Landerneau, les illuminations sont en plein préparatif, on va voir ça. Dans la ville, c'est une course contre la montre. Après plusieurs semaines de travail, les illuminations doivent être prêtes à la nuit tombée pour l'inauguration de la 8e édition des Nuits d'hiver. Comme sur cette place où les lumières laser sont vérifiées pour embraser la façade de la Maison Anne de Bretagne. Et on retrouve Armel et Corentin qui sont en train de préparer les illuminations de ce soir. Concrètement, vous faites quoi là? Là, on est en train de préparer l'agenda pour que ça soit autonome, pour que la vidéoprojection et le mapping démarrent à l'heure demandée du client. Et là, on est en train de faire les derniers préparatifs pour que ça s'allume ce soir. Un peu plus loin, au sommet du clocher de l'église Saint-Thomas, les lumières des décorations indiennes sont affinées au millimètre. Donc on a rappelé un peu les lanternes qu'on peut retrouver accrochées qui partent du clocher de Saint-Thomas pour redescendre jusque sur la place. Et on a également ce qu'on appelle nous des genres de petites méduses en fait qui vont créer des reflets colorés sur les murs des façades de la place Saint-Thomas. 3, 2, 1, 0. En tout, 10 escales dans la commune permettent de voyager. Les nuits d'hiver sont ouvertes. Ici, un torii, portail traditionnel japonais, surgit de l'Elorn. Là, c'est tout un quartier qui devient Manhattan. Le tout en passant par le Mexique ou encore les rues napolitaines. C'est magnifique. Ouais. Et puis c'est créatif surtout. C'est la première fois que je viens et j'ai des étoiles plein les yeux. C'est magnifique, on a ça pendant 3 semaines, 1 mois, donc c'est top. En plus, on habite juste en haut, nous, donc on y passe tous les jours, c'est vraiment sympa. Des illuminations qui, pour la commune, doivent devenir un rendez-vous touristique incontournable. On se retrouve toujours à Landerneau avec notre invité Patrick Leclerc, le maire de cette commune du Finistère. Bonsoir, merci de nous accueillir. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors, 8e soirée d'illumination. Voilà, en effet, depuis maintenant 8 ans, on a bousculé un peu nos habitudes, qui étaient de la décoration classique de Noël, en proposant une scénographie de la ville de Landerneau avec 10 sites. C'est important pour la ville ? Alors c'est important à plusieurs titres. Évidemment, c'est important dans l'ambiance dans laquelle on règne, mettre un peu de lumière dans cette obscurité qui nous entoure. Je pense que c'est bon pour le moral de tout le monde. Ensuite, on n'oublie pas non plus la volonté d'amener du monde en centre-ville, de faire en sorte que les gens ensuite puissent aller consommer. C'est aussi une volonté de notre part. On arrive aujourd'hui où ça devient un événement incontournable, où on aura à peu près 100 000 personnes à venir visiter la ville, et puis où les Landernéens sont aussi fiers de montrer ce qui se fait dans leur ville.
On quitte Landerneau et sa balade sur les 5 continents, mais on reste dans le Finistère, direction le château de Trévarez. Chaque année, à cette époque, des milliers de visiteurs affluent vers ce domaine qui se pare de lumière. Avec sa façade mélangeant gothique et renaissance, le domaine de Trévarez a des allures de château de conte de fées. Un édifice construit fin 19e avec la méthode Eiffel par James de Kerjigu, un breton, à la fois homme politique et diplomate. L'un des derniers grands châteaux réalisés en France connaît ses grandes heures avec des personnalités qui affluent comme Foch ou Végan. Mais aussi des heures plus sombres, quand Trévarez, réquisitionné par les Allemands, est bombardé par les Alliés en 1944, les stigmates sont toujours visibles. Quelques mois plus tard, un enfant vit le jour. Mais il est parfois de grand bonheur, soudain frappé par le sort. Car le château naît d'une tragédie. Lorsque l'épouse de James de Kerjigu meurt en donnant naissance à leur fille unique, c'est pour l'enfant que son père fait construire Trévarez. Une histoire vraie qui sert de base au traditionnel spectacle de fin d'année intitulé « Il était une fois ». Sur la façade, transformée en écran XXL, de nombreux contes pour enfants s'entremêlent. Lorsqu'il prononçait la phrase magique, « Il était une fois ». Il y a des missions d'infos. Non, regarde, il y a des petites fées. Ils sont captivés, ça se passe très bien, c'est la première fois qu'on vient. C'était magnifique. C'était génial. Extraordinaire. Il y avait Aladdin, Cendrillon, Blanche-Neige, Petit chaperon rouge. Ouais. Des lumières qui se répandent aussi dans le parc où la collection de 2000 camélias se transforme comme par magie en forêt mystérieuse. Balade très féerique, nous on revient tous les ans en fait. Et on est toujours autant émerveillés, petits, grands, moyens, toutes les générations confondues. Une parenthèse enchantée qui fait le succès de Trévarez. L'année dernière, nous avons accueilli plus de 90 000 visiteurs sur 7 semaines, donc ce qui est une très belle fréquentation. Et cette année, nous espérons accueillir autant de visiteurs pour notre plus grand bonheur. Sur les hauteurs du domaine de Trévarez, un magnifique château de conte. Un Noël à Trévarez à l'affiche jusqu'au 14 janvier 2024. Je vous propose maintenant de voir l'envers du décor. Et donc on se retrouve dans une entreprise unique en France, à quelques kilomètres de Rennes. Depuis 35 ans, cette PME bretonne illumine les plus beaux sites du monde. Cathédrales, palais, sites touristiques. Et pour diffuser sur les façades des édifices des histoires en images de synthèse, elle a une arme technologique, des batteries de vidéoprojecteurs ultra puissants. On s'est fini comme des allumeurs d'images. On reste des artisans avec quand même une petite âme d'artiste. Donc c'est un mélange, bien sûr, où il nous faut raconter des histoires, c'est le but, et la technique vient nous aider à les raconter. Ici, il y a surtout un savoir-faire, garder secret, qui permet de créer des images sur mesure et de tailler des habits de lumière pour ces sites du patrimoine mondial. On est peut-être un peu des enlumineurs des temps modernes. On invite aussi à déguster, à savourer la quintessence de l'architecture. Donc en surlignant ici telle courbure, ici telle moulure. Merci vraiment pour votre accueil. Et puis maintenant, on prend la direction de Rochefort-en-Terre, où vous allez le voir, les illuminations sont d'actualité depuis bien longtemps. Des lumières d'hiver, une brume envoûtante. C'est une plongée dans un monde fantastique. Rochefort-en-Terre dans le Morbihan, avec ses maisons du XIVe et du XVe siècle, mais aussi son château construit sur un éperon rocheux. Un village de 700 âmes qui s'est fait connaître de la France en 2016, quand il est élu village préféré des Français, une destination pour 2 millions de visiteurs tout au long de l'année. Il y a 2 saisons touristiques à Rochefort-en-Terre, une qui se déroule durant la saison printemps-été et un peu automne, et ensuite une deuxième qui débute véritablement durant l'hiver avec les fameuses illuminations qui drainent entre 150 000 et 200 000 visiteurs. Car dès décembre, à la tombée de la nuit, Rochefort-en-Terre se transforme en véritable écrin de lumière. Ici, pas un mètre carré ou presque n'échappe à la fée électricité. Commerce, places et bâtisses publiques, des kilomètres de guirlandes ou des crèches prennent d'assaut la commune pour les yeux des enfants, Oh, regarde le petit monsieur. mais pas seulement.
On est du coin, on vient l'été, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on arrive à venir pour les fêtes de fin d'année. C'est chouette. Regarde là-bas. Il y en a partout. Regarde les lumières partout. Les lumières, les crèches et tous les magasins. C'est vraiment très mignon. Une fête des Lumières que les 70 commerçants de la ville, artistes d'art ou fabricants de kouign-amann, cette spécialité de gâteau au beurre bien bretonne, attendent eux aussi avec impatience. Et voilà. Merci bien. Bonne soirée, merci. 30 ans qu'on est là. Et maintenant qu'il y a les lumières, oui, c'est important. C'est le meilleur mois de l'année. C'est devenu le meilleur mois de l'année alors que c'était le plus mauvais. Mais cet afflux massif de touristes n'est pas forcément un cadeau pour le maire qui souhaite accueillir au mieux les curieux pendant 5 semaines. Sur le plan économique, c'est évident que c'est une réussite. Mais l'hiver, au mois de décembre, ça nous pose vraiment de sérieux problèmes d'organisation parce qu'il y a énormément de monde à arriver sur un créneau qui est très court. Et on n'a pas cette capacité de stationnement de milliers de véhicules dans la commune. Alors un conseil, pour savourer la magie des Lumières à Rochefort-en-Terre, préférez les jours de semaine un peu moins fréquentés. Rochefort-en-Terre, Trévarez, Landerneau, mais aussi Pont-Aven, Vannes, Quimper ou Lorient, de nombreux sites bretons s'illuminent à l'occasion des fêtes de fin d'année. Des lumières qui ne devraient pas s'éteindre avant au moins le 7 janvier prochain. Retour en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec quelques images des illuminations à Marseille et Nice. Restez avec nous pour la suite de votre édition Ici 19-20 qui développera dans quelques instants l'actualité nationale et internationale. Très belle fin d'année à vous. À 19h55 pour faire un point sur l'actualité en France et à l'étranger. D'abord la reprise pour les trains Eurostar. Hier, 41 trains avaient été annulés, 30 000 passagers environ bloqués en raison d'une inondation des voies dans le sud de l'Angleterre. Eurostar promet une indemnisation, mais le réveillon est gâché pour de nombreux voyageurs. Certains ont même tenté de regagner Londres en bus. Nathalie Pérez. Des files d'attente et des centaines de naufragés de l'Eurostar qui ce matin à la gare de Lille-Europe espéraient pouvoir obtenir un billet pour rejoindre Londres dans la journée. Je croise les doigts pour qu'on ait quelque chose aujourd'hui. Et sinon on restera sur l'île et on fêtera le jour de l'an quand même ensemble. C'est le plus important, c'est d'être ensemble. On avait réservé pour 3 jours, donc il ne reste plus que 2 maintenant. On espère pouvoir les passer à Londres. Même inquiétude de l'autre côté de la Manche. À Londres, le comptoir Eurostar de la gare Saint-Pancras ne désemplit pas. Cette touriste qui devait rentrer hier en Belgique va passer la nuit de la Saint-Sylvestre sur place. Du coup, on a dû avancer les frais d'hôtel pour 2 nuitées, dont la nuitée du 31 décembre qui est extrêmement chère quand même, surtout ici à Londres, on ne va pas se mentir. Hier, ce sont 30 000 passagers qui n'ont pas pu prendre l'Eurostar dans un sens comme dans l'autre et qui ont dû trouver un hébergement. La compagnie s'est engagée à rembourser les voyageurs à hauteur de 375 € pour l'hôtel, 170 pour les taxis et 60 € pour les repas. À Paris, certains ont trouvé la solution, le bus, pour rejoindre la capitale anglaise, comme ces 2 jeunes femmes, et peu importe si elles ratent le début de leur soirée. On n'a pas pu être mis sur aucun autre train et on va passer la plupart de notre 31 dans le bus. Ce soir, la compagnie Eurostar confirme que le trafic a repris normalement, avec encore quelques petits retards. Dans quelques minutes à 20h, Emmanuel Macron va adresser ses vœux aux Français. Le président espère tourner à la page d'une année 2023 difficile. À l'Élysée, Cyril Graziani et Sarah Lerche. Tourner la page d'une année mouvementée et amorcer la relance, voire même peut-être lancer un second quinquennat à la peine. Emmanuel Macron veut adresser un message que l'Élysée qualifie d'unité, alors que la France a rarement été aussi fracturée par des réformes, les retraites, l'immigration adoptée avec plus de pertes que de profits. Le chef de l'État veut aussi dévoiler un nouveau cap envisagé pour 2024, sans vraisemblablement entrer dans les détails. Il devrait en effet réserver ses annonces au prochain rendez-vous avec la nation qu'il a annoncé pour janvier, mais pour l'instant reste très mystérieux. Le début d'année, ce nouveau cap devrait aussi rimer avec remaniement,
peut-être un changement de Première ministre. La tradition des vœux, c'est aussi l'occasion d'insuffler un peu plus d'optimisme et de consensus. Les rendez-vous seront nombreux l'an prochain. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, les commémorations du débarquement ou la réouverture de Notre-Dame. Et puis bien sûr, politiquement, ce sera surtout les européennes du 9 juin prochain qu'il aura dans le viseur. Le Rassemblement national part favori dans les sondages. Et pour Emmanuel Macron, ce sera sa dernière élection utile du quinquennat, la dernière pour descendre dans l'arène. Cyril Graziani devant l'Elysée. Et la nouvelle année arrive avec ses traditionnels changements. En 2024, notamment, revalorisation du SMIC, permis à 17 ans, aide pour la voiture ou la maison, revue des nouveautés au 1er janvier avec Rémi Casalis et Émilie Cisarol. 2024 arrive et avec la nouvelle année, de nombreux changements. Première bonne nouvelle pour vos revenus. Le SMIC est revalorisé de 1,13% pour atteindre 1 398 € net par mois pour un temps plein, soit 15 € de plus. Pour les retraités, les pensions de base progressent de 5,3%. Les minima sociaux connaîtront eux aussi une hausse. Des changements aussi pour les voitures. Il sera possible d'obtenir le permis de conduire dès 17 ans. Et pour tous les automobilistes, les excès de vitesse de moins de 5 km/h ne seront plus sanctionnés du retrait d'1 point. C'est bien. C'est bien pour les mecs comme moi parce que nous on conduit tous les jours. Je vais continuer à faire attention et je pense que l'amende est plus dissuasive que la perte de points. Pour ceux qui vont faire le choix de l'électrique, le bonus écologique sera réduit de 5 000 à 4 000 €. Le leasing social fera également son apparition pour les plus modestes. 100 € par mois pour la location d'un véhicule. Des aides pour la voiture, mais aussi pour la maison. Si vous comptez faire des travaux de rénovation l'an prochain, le dispositif MaPrimeRénov' évolue. Il faudra réaliser au minimum 2 travaux de rénovation. Par exemple, changer ses fenêtres et installer une pompe à chaleur. En 2024, c'est aussi l'heure de se mettre au compost et épluchure de fruits, restes de légumes. Les collectivités seront dans l'obligation de proposer une solution pour trier les déchets organiques. Vous êtes peut-être en train de finir de vous préparer pour changer d'année. Traditionnellement, pour le réveillon du 31, habits de lumière, strass et paillettes, déguisements sont de la fête. Revue de mode avec Caroline Sins. Entrer dans la nouvelle année sous une autre apparence. Avancer masqué, changer de tête, oublier pour une nuit seulement qui l'on est vraiment. Et ce soir, il faut que ça brille. On a une thématique brillante, donc il faut qu'elle illumine. On a trouvé le spray pour les cheveux dorés et le maquillage pailleté de différentes couleurs. Mais quand les règles sont imposées... Si on n'a pas de perruque, on ne pourra pas rentrer. Se déguiser peut devenir un casse-tête, comme pour ce couple. Un déguisement par rapport à la première lettre du prénom. C'est-à-dire, moi, c'est Sandra, donc c'est un S. Serpent. Tortue Ninja, truelle, tétine. Finalement, pour Thierry, ce sera simplement un tigre. S'offrir une tenue de soirée, un rêve accessible dans ce magasin de seconde main. 5 € à peine pour cette robe. Ici, la paillette est reine et presque tous les vœux exaucés. Je cherche une robe sexy qui va avec. Voilà. Reine d'une nuit et pourquoi pas pour toute la vie. Bonne année à tous. Et pour clore l'année 2023 en beauté, direction les Champs-Élysées, France Télévisions. Et Stéphane Bern vous propose une soirée de réveillon festive, un programme que nous détaille par le menu Stéphane Bern. Oui, bonsoir. Eh bien, on vous prépare une soirée exceptionnelle ici sur les Champs-Élysées. On va vivre ensemble un réveillon de la Saint-Sylvestre tout à fait hors norme. Alors, évidemment, il y aura un certain nombre d'artistes qui vont se produire dans l'émission. C'est à partir de 21h sur France 2. Mais il y aura aussi l'animation sur les Champs-Élysées. Imaginez qu'on attend pas moins d'1 million de personnes. Il y aura un show aérien, il y aura une hola géante. Et puis, il y aura la mise en lumière de l'Arc de Triomphe qui est juste derrière moi à partir de 23h40. Et ensuite, à minuit pile, le feu d'artifice qui sera tiré depuis cet Arc de Triomphe et qui va embraser le ciel de Paris. C'est vous dire qu'on va vivre une soirée exceptionnelle ce soir en direct à partir de 21h sur France 2.
Voilà, c'est noté. Et tout de suite sur France 3, Stade 2, puis vous retrouverez les enquêtes de Vera. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et une très belle fin d'année 2023. Bonsoir.